Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette session d'information sur la télévision Labari. Débutons par la pensée quotidienne à notre confrère du groupe de presse Bonferrey, Baba Alpha Maman, détenu, comme vous le savez, depuis le début du mois d'avril à la prison civile de Niamey avec son père et un autre, M. Omar Sidi, pour un présumé faux et usage de faux en écriture publique. Courage donc Baba Alpha, nous sommes de cœur avec toi. Dans l'actualité de ce samedi 29 avril 2017, il y a la suite de l'événement dit Uranium Gate. Vous le savez, la commission d'enquête parlementaire mise en place a rendu son rapport sans bien évidemment les deux députés de l'opposition qui étaient membres. La commission a rendu donc son rapport et le rapport est désormais public. Dans le rapport, certains acteurs qui ont été auditionnés, notamment les responsables des journaux, le Courrier et le bi-hebdomadaire L'événement, qui ont donc été auditionnés, se disent ne pas être solidaires des propos que le rapport de cette commission a rapporté. Ils disent en effet ne pas se sentir concernés par ce que le rapport a rapporté relativement à leurs propos. Ainsi donc, Moussa Aksa du bi-hebdomadaire L'événement et Ali Soumana de l'hebdomadaire Le Courrier décident d'ester en justice contre la commission parlementaire qui a déformé donc leurs propos. Ils sont sortis ce matin pour le dire. Je propose de les suivre l'un après l'autre. D'abord, Moussa Aksa, directeur de publication du bi-hebdomadaire L'événement. Ce jour-là, quand nous avons été auditionnés, nous avons trouvé d'abord des députés hagards qui ne comprenaient même pas ce que nous disons. Nous faisons l'investigation. Ce n'est pas la première fois que nous avons mis beaucoup de dossiers, que nous avons soulevé des lièvres. Alors, ils ne comprenaient pas, certains à 2 ou 3 qui comprenaient en fait ce que nous disions. Nous avons posé la question de savoir d'où est-ce que nous détenons ces informations. Nous leur avons dit que nous n'allons pas leur donner nos sources. Mais pour la première fois, nous avons dit que ces dossiers-là, publiés par notre confrère Le Courrier, est bel et bien vrai, parce que Hassoumi Massaoudou, le jour de son point de presse, n'a pas démenti, n'a pas dit que c'est un document qui est faux. Et nous leur avons donné comme support 2 de nos exemplaires de journaux. Et nous leur avons dit que nous leur avons d'abord présenté un décor pour entrer dans le vif du sujet, parce que l'argent a servi à la libération des otages. Une partie de l'argent, je ne dis pas tout l'argent, a servi pour la libération des otages. Absolument, moi je compte faire porter plainte, mais poursuivre l'investigation. Ce qu'ils ont produit hier, c'était, je vous ai dit que d'abord on a fait du faux. Il y a une fabrique de faux au cabinet du président. Alors, aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a eu du faux dans du faux. La commission a dit que nous n'avons pas les originaux des factures et de l'ordre de virement de 200 milliards. On s'interroge comment le courrier pourrait avoir un original de la facture ou de l'ordre de virement, parce que le courrier n'est pas acteur dans le détournement de ces 200 milliards. Le courrier ne pourrait avoir que des photocopies. Les photocopies nous ont été données par nos sources et qui sont crédibles. La commission a refuté, a dit que la facture, elle est fausse. Mais pourtant, ce sont les références de la facture qui sont portées sur l'ordre de virement. Si elle est fausse, ça veut dire que l'ordre de virement est faux. Et Massoud a reconnu l'ordre de virement que lui, il a signé, avant même le mandat qui lui a été donné par le directeur général de la SOPAMEN. Ils ont violé l'ordre administratif. Parce que nous ne sommes pas dans un État autocratique ou un régime d'exception pour que l'ordre administratif ne puisse pas être respecté. Le courrier compte porter plainte contre la commission d'enquête parlementaire. Parce que nous ne sommes pas dans un pays nazi pour qu'on ne puisse pas prendre en compte notre opinion. Nous sommes, je suppose, dans un État démocratique. On doit vous faire parvenir le procès verbal de votre audition pour que vous puissiez l'approuver.
Voilà, Ali Soumana, directeur de publication de l'hebdomadaire Le Courrier, précédé par Moussa Aksar, le directeur de publication du bi-hebdomadaire L'Événement, les deux qui décident donc de porter plainte contre la commission d'enquête parlementaire sur l'affaire dite Uranium Gate pour avoir déformé les propos que les deux ont tenus lorsque celle-ci les écoutait dans le cadre de cette enquête. Voilà donc qui relance encore cette affaire de l'Uranium Gate. Hier, le président de la République, vous le savez peut-être déjà, a reçu à son cabinet les maires de plusieurs communes de notre pays qui étaient présents à l'Assemblée générale de leur association. Il les a donc reçus et a tenu un certain nombre de propos dans lesquels on a entre autres retenu la demande du chef de l'État à ceux des maires qui étaient présents et ceux des maires donc de l'ensemble du pays qui ont détourné des fonds dans les séries de vente des vivres à prix modéré que l'État organise depuis quelque temps. Il leur a demandé donc, les maires qui ont détourné ces fonds, de les rembourser. Sur cette question, un des maires d'une des communes du Niger qui n'était bien évidemment pas à la rencontre pour des raisons professionnelles, il s'agit du maire de la commune rurale de Youri, c'est dans le département de Kolo. Il a tenu donc à réagir. Je propose de le suivre. Il s'agit de Maître Moussi Boubacar. C'est vrai, nul n'est au-dessus de la justice. Mais que la charité bien ordonnée doit commencer par soi-même. Si parmi nous, les maires, il y en a qui détournent, ils doivent rendre gorge. Mais je pense qu'en tant que président de la République, il entend certainement les mêmes propos autour de lui, parmi certains ministres, probablement, je n'en sais rien. Mais que bon, il aurait pu dire la même chose aux ministres également, parce qu'il s'agit de montants plus importants quand même que ceux détournés, prétendument détournés par les maires. Je pense que son rôle de père de la nation, pour l'exemple et la pédagogie, ça aurait pu venir d'abord du sommet. Et de cette manière, quand on frapperait les maires qui sont sans défense, personne ne s'en émeuvrait. Les maires ne sont pas les seuls qui sont au-dessus de la loi. Les maires ne sont même pas au-dessus de la loi. Mais que l'exemple, pour la pédagogie, on devrait commencer par ceux qui sont d'abord à côté de lui, à savoir des ministres, pourquoi pas. Ça défrait la chronique. Il ne s'agit pas de prouver au fait de déclarer qu'on est prêt à assainir. Il faut agir. Voilà. Quand on envoie ces stocks de vivres pour la vente à prix modéré, écoutez, le prix est fixé à l'avance, un comité est créé, c'est le comité qui vend, le comité verse entre les mains soit du receveur ou du maire qui a la charge de reverser directement soit dans un compte ou entre les mains du représentant, le magasinier de l'OPV de sa localité. Ça a toujours été comme ça. Souvent, il y a des préjugés sur les maires qu'on fait parce que dans beaucoup de cas, même le tonnage, le stock, il y a un problème dans la livraison. Il y a beaucoup d'avaries, il y a des sacs troués, donc le poids n'y est pas, des sacs manquent, et si vous n'êtes pas vigilant, beaucoup de choses peuvent arriver. Dans certains cas, la population des démunis peut venir prendre à crédit alors que ce n'est pas à crédit, et le recouvrement devient assez souvent un problème. À tous ces problèmes techniques s'ajoute en plus le clientélisme politique, qui est le plus grand fléau. Et les autorités politiques, les responsables au plus haut niveau connaissent ce problème. Voilà, rencontre hier après-midi à la primature entre le Premier ministre, certains membres du gouvernement et les partenaires techniques et financiers du Niger. Au centre de ces échanges entre les deux parties, la situation humanitaire et alimentaire de notre pays. Il s'est agi donc pour les autorités nigériennes de présenter cette situation aux partenaires techniques et financiers et de demander par la même occasion leur assistance. Le résumé de cette cérémonie avec nos reporters Sadou Domi et Adamou Soumana. Échanger avec les différents partenaires sur la situation alimentaire du pays en cette veille de période de soudure, tel est l'exercice auquel se sont adonnés des membres du gouvernement avec à leur tête le Premier ministre Brigitte Raffini. Ce dernier a d'entrée du jeu entretenu l'assistance sur les besoins alimentaires actuels. Nous avons des situations un peu tendues. Nous souhaitons que nous nous mettions encore ensemble pour faire face à la situation dans les mois à venir. 43 000 tonnes. À mobiliser en urgence. Nous avons un gap également de 68 700 tonnes d'aliments bétail. Et enfin,
13 000 tonnes environ de semences. Parce que là, c'est incessamment qu'on a besoin de semences pour la campagne agricole 2017 qui démarre dès les premières pluies. L'évaluation à peu près qui a été faite en espèces, en argent, ça fait dans les 62 milliards. Des détails sur la situation ont été fournis par le coordonnateur de la cellule crise alimentaire, le sieur Yabila Maman, avec des chiffres à l'appui, et au ministre de l'Intérieur de renchérir que plusieurs facteurs concourent au durcissement de la situation. Face à ces énormes besoins, le chef du gouvernement a sans langue de bois demandé l'aide des partenaires du Niger. Nous avons voulu vraiment vous faire part de cette situation pour demander encore une fois votre accompagnement, votre assistance qui va directement bénéficier à nos populations. Donc je lance vraiment un appel pressant à tous nos amis qui ont l'habitude de nous assister en pareilles circonstances, ou les nouveaux qui voudraient également venir en aide à notre pays. C'est en tout cas le moment. Une aide dont l'urgence a été relevée par le ministre des Finances. Pour les aides budgétaires, l'aide budgétaire de l'Union européenne affectée à la sécurité alimentaire, ça dépend du tempo de décaissement. C'est maintenant que nous avons besoin de ces aides budgétaires et non en fin d'année. L'aide budgétaire non affectée aussi, en ce qui concerne cette situation-là, je voudrais vraiment sensibiliser les uns et les autres sur le fait que le tempo est important et ce tempo-là, c'est maintenant. C'est vraiment maintenant, d'ici juin, juillet, que nous avons besoin de toutes les aides budgétaires. Ainsi, les diplomates accrédités au Niger et certains partenaires techniques et financiers, après s'être imprégnés de la situation alimentaire du pays, ont pris l'engagement d'accompagner les autorités nigériennes dans cette rude épreuve. Aujourd'hui, 29 avril, c'est la fête nationale de l'artisanat au Niger. Elle est célébrée depuis 24 ans. L'édition 2017 a pour thème l'apport de l'artisanat dans l'économie nationale. Et depuis quelques années, cette fête est mise à profit pour faire une exposition des produits artisanaux de notre pays, mais pas seulement. Cette année, la particularité, c'est que des exposants du secteur de l'artisanat de la zone Yomoa sont présents à la foire qui a démarré ce matin au niveau du village artisanal de Niamey, comme nous le rapportent nos reporters Chebou Guisso et Nafissa Hassan. Cette cérémonie riche en couleurs marque la célébration de la 24e édition de la fête nationale de l'artisanat suivie de la foire de l'artisanat. Une fête qui met en valeur l'ingéniosité de nos artisans et de nos produits locaux. Notre région, comme vous le savez, reste la locomotive du secteur, tant pour la qualité des infrastructures de production artisanale que pour la qualité des produits. La région de Niamey demeure certainement la vitrine du secteur de l'artisanat. En plus de la tenue régulière des différentes éditions du SAFEM, nous sommes devenus, au regard de l'ambitieux programme Niamey-Niala, une destination d'affaires, de rencontres internationales commerciales, de congrès, bref, une ville que les visiteurs de plus en plus nombreux viennent découvrir. Pour le président de la Chambre des métiers de l'artisanat du Niger, cette activité cadre parfaitement avec leur mission, celle de faire la promotion de l'artisanat. L'artisanat joue un rôle important dans l'économie de nos différents pays africains en général et dans ceux de l'espace IMOA en particulier. L'organisation pour la 3e fois de cette fête nationale de l'artisanat par la Chambre des métiers de l'artisanat du Niger, Semani, m'offre l'agréable occasion de vous rappeler la mission principale de cette institution qui est de contribuer à une meilleure organisation, à la modernisation, à la compétitivité du secteur de l'artisanat en jouant le rôle d'interface entre le pouvoir public, les partenaires techniques et financiers et les organisations professionnelles d'artisans. En prenant la parole, le ministre du Tourisme et de l'Artisanat rappelle l'importance de cette cérémonie pour son département ministériel. La présente cérémonie est d'une grande importance pour l'ensemble des acteurs du secteur de l'artisanat en général
et pour mon département ministériel en particulier. Elle consacre en effet la célébration de la 24e édition de la journée de la fête de l'artisanat comme événement majeur qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de développement de l'artisanat dont le Niger s'est doté en 1992. Votre présence massive témoigne une fois de plus du soutien que vous ne cessez d'apporter à ce secteur important de notre économie et vos encouragements à l'endroit des artisans, au nom desquels je vous adresse mes sincères remerciements. En effet, comme vous le savez, l'artisanat demeure un facteur de lutte contre la pauvreté, le chômage et le désœuvrement des jeunes, ainsi que le renforcement de la résilience des groupes sociaux économiquement faibles, que sont les femmes et les personnes en situation de handicap. Cette 24e édition a vu la participation de plusieurs pays de la sous-région. La cérémonie a été sanctionnée par une visite guidée des stands d'exposition. Voilà, un nouveau syndicat dans le monde syndical de notre pays. Il s'agit du syndicat autonome des travailleurs du pétrole. La déclaration constitutive de ce syndicat a eu lieu ce matin. Je vous propose de suivre son résumé avec nos reporters Soumaila Abdoulaye et Abdulrazak Hamidou. SATRAP, c'est le nom du nouveau syndicat des travailleurs du pétrole qui vient de voir le jour et ainsi grossir la sphère des organisations syndicales de notre pays et apporter sa contribution à l'amélioration du quotidien des travailleurs du secteur pétrolier. En effet, il me plaît en ce jour exceptionnel de vous annoncer la création du syndicat autonome des travailleurs du pétrole SATRAP. Notre logo est une torche symbolisant l'exploitation pétrolière. Mes chers camarades, le but et l'objectif de tout syndicat sont et avant tout la défense et la préservation des intérêts de ses membres ainsi que l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Le SATRAP ne fera pas exception à ces règles et s'inscrit tout naturellement dans cette dynamique. Ainsi, le SATRAP se fixe comme objectif la préservation des acquis et la défense des intérêts des travailleurs du secteur pétrolier et s'attellera sans relâche à la recherche constante des voies et moyens pour améliorer leurs conditions de vie et de travail. Mes chers camarades, la création de SATRAP intervient dans un contexte particulièrement difficile pour les travailleurs de ce secteur, traversés par des soubresauts incessants auxquels les solutions appropriées ne sont toujours pas trouvées. Ainsi, le SATRAP fait du dialogue son cheval de bataille et s'engagera résolument dans cette voie afin de trouver les solutions consensuelles à tous les problèmes avec l'ensemble des partenaires du dit secteur. Je saisis également cette occasion pour lancer un appel solennel à tous les travailleurs de l'ensemble du secteur pétrolier à se joindre à nous afin de mener ce noble et légitime combat. Je ne terminerai pas mon propos sans lancer une motion de remerciement à l'endroit de la Confédération nigérienne de travail, CNT, qui a bien voulu accepter l'affiliation de notre syndicat. Et en cette veille de fête des travailleurs, le SATRAP vient défendre les droits des travailleurs du pétrole. Et pour refermer cette édition, nous vous proposons un résumé d'une mission du projet de gestion des risques de catastrophes et de développement urbain, le PGRCDU, dans la région de Dosso, notamment dans le département de Gaïa. Il s'est agi pour cette mission d'aller constater l'état d'avancement des travaux de réhabilitation de plusieurs aménagements hydro-agricoles de quelques périmètres du dit département. Le résumé de la mission, c'est avec nos confrères de la télévision Dunia. Très bonne réception. Constater l'état d'avancement des travaux de réhabilitation des 3 aménagements hydro-agricoles des périmètres de Kissa, Sakondi et Tara, localités situées dans le département de Gaïa, région de Dosso.
C'est l'objectif de cette mission du projet de gestion des risques de catastrophe et de développement urbain PGRCDU, conduite par le gouverneur de la région de Dosso. Sur les différents sites visités, les travaux avancent normalement et sont à un taux d'exécution satisfaisant, selon le responsable national des infrastructures du PGRCDU. Au niveau des 3 sites, les sites sont sécurisés. Et ce qui reste à faire, c'est au niveau des stations flottantes. Comme vous savez, au niveau de ces 3 sites, c'est des stations flottantes qui vont remplacer les stations semi-flottantes. Donc déjà, nous avons les plans et les notes de calcul de ces stations que nous avons déjà approuvées et la commande a été lancée. Donc c'est des commandes qui se font à l'extérieur, ça va nous prendre 2 semaines à 1 mois. Donc nous pensons d'ici, en tout cas, la fin du délai contractuel, ces stations flottantes seront disponibles et installées. Et une autre chose, comme vous l'avez vu ici à Tara, c'est les pompes sont des pompes électriques. Donc nous avons 5 km de ligne haute tension qui doit être branchée à partir du réseau de la Nigélec de Tara jusqu'au niveau des pompes électriques. Pour ce qui concerne les deux autres périmètres, Sakonji et Kessa, c'est des stations dont l'énergie est thermique, donc c'est des stations qui vont fonctionner avec du gasoil. Satisfait aussi, le premier responsable de la région de Dosso s'est exprimé en ces termes, tout en appelant les bénéficiaires de ces différents ouvrages d'en prendre soin. Nous avons visité exactement Sakonji, Kessa et Tara ici. Donc le constat, en tout cas, nous sommes très satisfaits des avancements des travaux que nous avons vus. Et en tout cas, ils nous ont promis qu'ils vont remettre les chantiers, en tout cas, au temps voulu. Et ce qui reste maintenant, c'est l'organisation. Et j'ai tout à l'heure capté le DG de l'ONAHA nous a un peu parlé de l'organisation, un peu rénovée, parce qu'avant, vous savez, les coopératives, ce qu'elles faisaient, et il faut que tout change. Et Inch'Allah, avec la rénovation, je pense que ça va très bien marcher. Et avec la prise de conscience aussi et de la coopérative et en même temps de la population des exploitants. Les bénéficiaires, quant à eux, remercient le PGRCDU pour cet appui qui permettra d'améliorer leurs conditions de vie. Nous remercions ce projet pour cet appui qu'il vient de nous apporter. Et d'ici quelques jours, nous allons commencer nos travaux champêtres. Cet appui du PGRCDU nous va droit au cœur, car ça va nous avantager, nous qui sommes la jeunesse montante. Et pour cela, nous remercions ce projet pour tout ce qu'il fait pour nous. La réalisation de ces travaux financés par le projet de gestion des risques de catastrophe et de développement urbain PGRCDU sur ces périmètres ont coûté près de 4 milliards de francs CFA.